J'ai versé le poison dans le verre de mon frère aîné, sous les rires étouffés de la tablée, et j'ai souri comme si c'était du sel de mer. Ils m'ont traité d'inutile, de parasite familial, celle qui n'avait jamais su tenir une fourchette sans trembler. Mais ce soir-là, mes mains étaient fermes comme la lame d'un guillotine. Demain, quand les sirènes hurleront dans les rues pavées de Paris, ils comprendront que l'inutile est devenu la reine, et que la couronne est tachée de leur propre sang. C'était un dîner comme les autres dans notre maison de famille, perché sur les hauteurs de Montmartre, avec vue sur la Seine qui serpentait comme une veine ouverte sous les lumières de la ville. Les Devreau, c'était nous, une lignée de marchands de vin, héritiers d'un empire bâti sur les coteaux de Bordeaux et les caves sombres de la Loire. Mon père, Henri, trônait en bout de table, ses yeux vitreux déjà noyés dans le Bordeaux millésimé, racontant pour la 1000e fois l'histoire de notre grand-père qui avait survécu à la Libération en cachant des bouteilles sous les corps des résistants. Ma mère, Claire, minaudait à ses côtés, ses perles de culture effleurant son décolleté comme des mensonges trop polis. Et puis il y avait mes frères, Laurent, l'aîné, avec son sourire carnassier de requin en costume sur mesure, et Julien, le cadet, ce serpent visqueux qui glissait des ragots comme on verse du poison dans un verre. Moi, Héloïse. La petite sœur, l'ombre, celle qu'on tolère à table parce que la bienséance l'exige. À 32 ans, j'étais encore la fille à papa qui n'avait pas réussi à l'école de commerce, qui préférait les livres poussiéreux de Balzac au tableau Excel de la holding familiale. Inutile, avait craché Laurent ce soir-là, en levant son verre pour porter un toast à l'avenir radieux de Devreau et fils. Julien avait ri, un gloussement aigu qui m'avait transpercé comme une aiguille. Père avait hoché la tête, distrait, et mère avait murmuré quelque chose sur l'héritage qui n'était pas pour les âmes fragiles. J'avais baissé les yeux sur mon assiette de foie gras, sentant la bile monter, pas celle du mets, mais celle de 20 ans d'humiliation accumulée comme des dettes impayées. Mais ce n'était pas le premier affront. Non, la trahison remontait plus loin, enfouie dans les racines pourries de notre arbre généalogique. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors de cette nuit pluvieuse d'octobre où Paris se noyait sous des trombes d'eau, comme si le ciel pleurait les secrets de la capitale. J'étais revenu de Londres, où j'avais tenté, vainement, de lancer une petite galerie d'art, mes poches vides et mon cœur en miettes. Laurent m'avait accueilli à l'aéroport, son bras autour de mes épaules comme un étau. « Viens, petite sœur, on a besoin de toi à la maison. » Besoin? Quel euphémisme! Ce qu'il voulait, c'était un bouc émissaire. La holding Devreau traversait une crise. Des cargaisons de vin frelaté, des comptes falsifiés, un scandale qui menaçait de faire exploser l'Empire comme une bombe dans une cave à champagne. Julien, ce lâche, avait plongé la main dans la caisse pour financer ses dettes de jeu au casino de Deauville. Des millions évaporés, des faux billets de banque pour masquer les trous. Mais au lieu de le dénoncer, Laurent avait ourdi un plan, me faire porter le chapeau. J'étais l'inutile, la rêveuse, celle qui avait toujours été reléguée aux tâches administratives insignifiantes. Ils avaient falsifié des emails, planté des preuves dans mon ordinateur, des transferts bancaires bidons signés de mon nom. Et quand les inspecteurs du fisc avaient débarqué, c'est moi qu'ils avaient menotté, sous les yeux écarquillés de mes parents. « Comment as-tu pu, Héloïse » avait hurlé mère au commissariat, ses larmes aussi théâtrales qu'une scène de Racine. Père, lui, s'était contenté d'un regard, un regard qui disait « Je t'avais prévenu, tu n'as jamais été faite pour ça. » Laurent avait même eu l'audace de me rendre visite en cellule, un bouquet de lys à la main. « C'est pour ton bien, petite. Ça te remettra les idées en place. » Pour mon bien. Ces mots m'avaient rongé comme de l'acide sulfurique. Le procès avait été un cirque. Paris, avec ses tribunaux gothiques et ses avocats en toge noire, avait transformé mon humiliation en spectacle national. Les journaux titraient « L'héritière dévoyée des vins Devreau ». J'avais écopé de 5 ans, dont 3 avec sursis, mais le mal était fait. Exilé dans un appartement minuscule à Belleville, entouré de rats et de souvenirs amers, j'avais juré sur la Bible familiale, celle qui avait appartenu à notre arrière-grand-mère, guillotinée pour trahison sous la Terreur, que je les ferais payer. Pas avec des cris ou des lettres anonymes. Non, avec la précision d'un scalpel chirurgical. Avec l'élégance d'une vengeance à la française, froide, calculée, inéluctable. Les premiers mois furent un enfer pavé de bonnes intentions. Je travaillais comme serveuse dans un bistrot du Marais, versant du pinot noir à des touristes hilars qui ignoraient que la fille qui leur souriait avait un jour possédé des vignobles entiers. Mais la nuit, dans ma mansarde humide, je tissais ma toile. J'avais toujours eu un don pour les secrets, ces ombres qui dansent dans les marges des vies impeccables. Et les Devreau en regorgeaient. Julien, par exemple, n'avait pas arrêté ses frasques, des maîtresses à foison, des préusuraires à des mafieux corses. Laurent, sous son masque de Golden Boy, cachait une addiction au cognac et des pots de vin à des politiciens pour renouveler les licences d'export. J'ai commencé par Julien. Facile.
Il m'a contacté un soir, sa voix pâteuse au téléphone. « Héloïse, ma chérie, j'ai besoin d'aide. Juste un petit prêt, pour régler une dette. » J'ai ri, un rire bas, comme celui d'une sorcière dans les contes de Perrault. « Viens me voir demain, à midi, au café de Flore. » Il est arrivé, hagard, son costume froissé comme son âme. Je lui ai tendu un chèque, un faux, bien sûr, émis d'un compte offshore que j'avais monté avec l'aide d'un hacker serbe rencontré en prison. En échange, il m'a tout déballé, les noms, les montants, les nuits folles à Monte-Carlo. J'ai enregistré chaque mot, chaque souffle. Avec ces enregistrements, j'ai contacté un journaliste du Monde, un certain Duval, que j'avais connu à l'université. « C'est du lourd », m'a-t-il dit, les yeux brillants. L'article est sorti un mois plus tard. Le scandale d'Evrault, le cadet endetté et les ombres de la corruption. Julien Agné, bien sûr, pleurnichant à la télé, accusant un complot familial. Mais les Corses ne plaisantent pas. Une nuit, sa voiture a dérapé sur l'autoroute A6, près d'Avignon, frein saboté, bien entendu. Officiellement, un accident. Moi, j'étais à des kilomètres, sirotant un café au lait Place des Vosges, en lisant les faire-part d'obsèques. Laurent, lui, était plus coriace. Il flairait le vent tourné. Après la mort de Julien, il m'a convié à un rendez-vous de réconciliation dans notre château de famille à Saint-Émilion. On enterre la hache de guerre, Héloïse. Pour Julien. J'y suis allé, vêtu d'une robe noire simple, comme une veuve en deuil. Le dîner était somptueux, magret de canard, truffe du Périgord, et ce Bordeaux 1982 qui avait fait la fortune de père. Nous étions seuls, les domestiques renvoyés pour la soirée. Il a parlé de regrets, de part dans la holding qu'il me rendrait volontiers. J'ai hoché la tête, feignant l'émotion, pendant que mes doigts caressaient le flacon dissimulé dans ma pochette. Le poison, de l'arsenic, subtil, indétectable dans un vin aussi corsé. Un héritage de nos ancêtres apothicaires. Il a bu, toast à notre nouvelle alliance. Les crampes l'ont pris au dessert, un sourire figé sur ses lèvres. « Qu'est-ce que » a-t-il balbutié, avant de s'effondrer, son corps convulsé comme un pantin désarticulé. J'ai appelé les urgences, bien sûr. Hystérique, larmoyante. Mon frère, aidez-le. Les médecins ont conclu à une intoxication alimentaire, un champignon mal cuisiné. Laurent a survécu, mais paralysé, confiné à un fauteuil roulant dans une clinique privée de Neuilly. Inutile, maintenant. Ironie du sort. Père et mère n'ont rien soupçonné. Comment l'aurait-il pu? J'étais la fille prodigue revenue au bercail, celle qui veillait sur Laurent à l'hôpital, lui épongeant le front avec une tendresse feinte. « Tu es si forte, Héloïse », murmurait mère, ses yeux rougis par les antidépresseurs. Père, affaibli par un début d'Alzheimer, marmonnait des ordres incohérents sur les millésimes à exporter. L'empire d'Evrault vacillait, les investisseurs fuyaient, les vignobles périclitaient sous la sécheresse, et les rumeurs de malversation, amplifiées par Duval, rongeaient la réputation comme un mildiou vorace. C'est là que j'ai frappé le grand coup. Avec l'argent du prêt à Julien, celui que j'avais récupéré via des proxys légaux, j'ai monté ma propre société, Héloïse Vigne, une maison de négoce spécialisée dans les vins bio, éthiques, les vins du futur, comme je le clamais dans mes brochures. Paris adorait ça, la mode du verre, des circuits courts, des étiquettes qui racontent une histoire. J'ai recruté des sommeliers déchus, des marketeurs affamés, et surtout un avocat impitoyable nommé Bertrand, un ancien de la Cour de cassation qui détestait les familles comme la mienne. « On va les saigner à blanc », m'a-t-il dit un soir, dans son bureau surplombant la tour Eiffel, un cigare cubain aux lèvres. Ma première acquisition, un petit domaine en Bordelais, abandonné après un scandale de fraude. Ironie, il avait appartenu à un cousin éloigné des Devrault, ruiné par nos propres pratiques douteuses. J'y ai investi tout, rénové les cuves avec des panneaux solaires, planté des cépages résistants au climat fou. Les critiques du Figaro ont salué Héloïse Devrault, la rebelle qui révolutionne le vin français. Devrault. J'avais gardé le nom, comme une épine dans leur chair. Laurent, depuis son lit d'hôpital, fulminait. Il m'a fait appeler un après-midi d'hiver, la neige saupoudrant les toits de zinc comme du sucre glace. « C'est toi, n'est-ce pas » a-t-il sifflé, sa voix un râle de paralytique. Ses yeux de rapace, me transperçaient. J'ai ri doucement, ajustant son oreiller. « Moi? Ton accident? Julien? Tu délires, grand frère. C'est le chagrin qui te ronge. » Mais il savait. Et il allait l'annoncer. Son plan? Un article anonyme à Mediapart, des preuves falsifiées pour me renvoyer en prison et reprendre le contrôle via un conseil d'administration complice.
J'ai anticipé. Bertrand a lancé une OPA hostile sur Devro et fils. Avec mes actions cumulées, celles que j'avais rachetées discrètement via des prête-noms, et le soutien d'investisseurs éco-responsables, j'ai pris 51% du capital en une nuit. Le conseil, ces vieux renards, a plié bagage. Père, confus, a signé les papiers en pensant que c'était pour sauver la famille. Mère a pleuré, accusant cette ingrate, moi, de détruire tout. Mais le lendemain, au petit déjeuner dans la salle à manger de Montmartre, j'ai présidé la première réunion en tant que PDG. Bonjour à tous. Désormais, c'est Héloïse Vigne qui dirige Devro. Et nous allons nettoyer cette maison de fond en comble. Les médias ont explosé. La fratricide au pouvoir, titrait Libération. Des manifestations devant nos bureaux, des viticulteurs en colère, des employés licenciés pour raisons éthiques. J'ai viré les corrompus, vendu les actifs toxiques, converti les vignobles en fermes durables. Laurent, libéré sur ma demande pour le spectacle, est revenu en fauteuil, un pion dans mon jeu, tu es un monstre, m'a-t-il murmuré un soir, lors d'un gala au Louvre. J'ai souri, trinquant avec du champagne rosé. Non, je suis la justice. Toi, tu étais le cancer. Mais la vengeance n'est jamais propre. Des nuits, je me réveillais en sueur, hanté par le visage de Julien dans les phares, par les convulsions de Laurent. Était-ce justice ou folie? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, semblait me juger, les gargouilles de Notre-Dame ricanaient dans l'ombre. Et puis il y avait le secret ultime, celui que même Bertrand ignorait. Celui qui allait tout faire basculer. Le pouvoir est un vin capiteux, Héloïse. Il monte à la tête plus vite qu'un Armagnac cordage et laisse un arrière-goût de cendre. À la tête de Devro-Vigne, j'avais fusionné les noms, comme on suture une plaie. Je naviguais dans un océan de décisions impitoyables. Licenciement massif pour optimisation, procès contre les fournisseurs véreux, et une campagne de pub qui peignait l'ancien régime en dinosaure cupide. Les ventes explosaient. Nos cuvées Liberté se vendaient comme des petits pains aux bobos du 11e arrondissement. Mais sous la surface, la mer était trouble. Laurent refusait de plier. De son appartement médicalisé à Passy, il ourdissait. J'apprenais par mes espions, oui, j'en avais maintenant, des détectives privés payés au noir, qu'il contactait d'anciens alliés. Un juge à la retraite, un banquier suisse, même un cousin corse qui sentait l'odeur du sang. Son coup? Me discréditer publiquement. Il avait des preuves, prétendait-il, des enregistrements de mes conversations avec le hacker serbe, des traces bancaires reliant l'accident de Julien à mon compte. Je te détruirai, m'a-t-il envoyé par SMS, un soir de tempête où le vent hurlait dans les cheminées de Montmartre comme les âmes des damnés. J'ai riposté avec élégance. Un scandale orchestré, des fuites sur ses propres détournements, amplifiés par Duval. Mediapart a publié « Laurent Devro, paralytique paralysé par ses crimes ». Il a nié, bien sûr, convoqué une conférence de presse roulant en fauteuil devant les caméras de BFM. « Ma sœur est une menteuse pathologique », a-t-il crié, sa voix brisée par la rage. Les téléspectateurs ont été divisés. Certains voyaient en moi la femme forte qui nettoyait la maison, d'autres, la vipère qui tuait sa famille pour un empire. Les forums en ligne bouillonnaient, Héloïse est une héroïne féministe. Contre, c'est une sociopathe, lock her up. Mère, cette ombre effacée, a choisi son camp. Elle m'a confronté un après-midi dans le jardin du château de Saint-Émilion, sous les vignes nues qui griffaient le ciel gris. Comment as-tu pu empoisonner ton frère? Julien mort, Laurent brisé. Tu es le diable en jupe, Héloïse. Ces mots m'ont giflé plus fort qu'un vent de Mistral. Comment savait-elle? Laurent, encore. Il lui avait tout confié, dans un moment de faiblesse. J'ai nié, bien sûr, feignant l'indignation. Maman, c'est lui qui ment pour me salir. Mais elle a sorti une lettre de mon propre ordinateur, piratée, où j'avouais tout à Bertrand dans un email livre. Le choc m'a gelé. Pour la première fois, la vengeance vacillait. Était-ce la fin? Non. J'ai transformé la peur en arme. Le soir même, j'ai organisé un dîner familial, ironie du sort, chez Maxim's, ce reliquat belle époque où les fantômes de Colette dansaient encore. Père, confus mais présent, mère en père les tailleurs Chanel, Laurent en chaise roulante électrique. Réconcilia-t-on, ai-je annoncé, levant un verre de notre cuvée, pardon. Le poison cette fois? Pas pour tuer, mais pour paralyser plus profondément. Un sédatif puissant, mélangé au porto. Laurent s'est effondré en premier, bavant des accusations inarticulées. Mère a suivi, son cœur fragile lâchant sous le stress. Père? Il a sombré dans le coma, murmurant « Pourquoi, ma fille ?» Les ambulances ont hurlé dans la nuit parisienne.
Officiellement, une intoxication collective, un vin frelaté, l'ironie ultime. Moi, j'étais l'héroïne qui avait sauvé la tablée en appelant les secours. Les journaux, Héloïse Devreau, la gardienne de la famille. Mais en privé, Bertrand m'a regardé avec suspicion. Tu vas trop loin, Héloïse. Le pouvoir corrompt, mais la vengeance consume. Et il avait raison. Les nuits étaient peuplées de cauchemars. Julien me tendant une main ensanglantée depuis l'autoroute, Laurent rampant vers moi comme un damné, mère pleurant des perles de verre brisé. Paris, ma ville, me rejetait. Les rues du Marais semblaient plus étroites, la Seine plus noire. Pourtant, l'Empire grandissait. J'ai racheté des domaines en Provence, lancé une ligne de 20 héritages oubliés. Un clin d'œil à moi-même. Les invitations affluaient, dîner à l'Élysée, cocktail avec des ministres. J'étais la patronne, intouchable. Mais le twist se tramait dans l'ombre. Le secret que je gardais, même de moi-même parfois. Celui qui allait tout renverser, comme un chai qui s'effondre sous son propre poids. L'ascension est un escalier de marbre glissant, Héloïse. Chaque marche gravie laisse une trace de sang, le tien ou celui des autres. À 40 ans, j'étais au sommet. Devreau-Vigne valait des milliards. Nos bouteilles ornaient les tables des palaces de la Côte d'Azur au château de la Loire. J'avais une suite au Ritz, un amant occasionnel, un sculpteur breton aux mains calleuses, et une armada d'avocats pour étouffer les rumeurs. Laurent végétait en maison de retraite à la campagne, mère errait dans un asile chic de Versailles. Père était parti 6 mois après le dîner de la réconciliation, emportant ses secrets dans la tombe. J'avais fait graver sur sa pierre tombale, fondateur, pionnier, trahi. Mais la trahison, la vraie, n'était pas la leur. C'était la mienne. Ou plutôt, celle que j'avais infligée à moi-même en ignorant la vérité. Tout avait commencé bien avant le dîner fatal, dans les archives poussiéreuses de notre manoir de Montmartre. Lors d'un nettoyage post-scandale, j'avais trouvé une boîte en acajou, cadenassée, derrière un portrait de grand-père. Dedans, des lettres jaunies, des photos floues et un certificat de naissance. Le mien. Pas à Paris, comme on me l'avait raconté, mais à Marseille, en 1993. Père, Henri Devreau. Mère, pas Claire. Une certaine Marie-Laure, serveuse dans un cabaret du Vieux-Port, morte en couche. Claire, l'épouse trophée, stérile, qui m'avait adopté pour sauver les apparences. Pire, les lettres révélaient que Laurent et Julien le savaient depuis l'adolescence. Ils m'avaient pistonné, saboté, non par jalousie fraternelle, mais parce que j'étais la bâtarde, la tache sur l'écusson pur des Devreau. Père avait voulu me légitimer dans son testament, mais il avait manipulé, falsifié les documents pour me priver de tout. Le vol que j'avais commis. C'était leur façon de m'enterrer vivante, de me faire disparaître comme Marie-Laure. J'étais l'inutile parce que je n'étais pas des leurs. Et pourtant, en portant le chapeau, j'avais sauvé l'Empire, leur empire. Cette révélation m'a brisé comme un verre de cristal sous le talon d'un bourreau. J'ai confronté Claire, mère, comme je l'appelais encore par habitude, dans sa chambre capitonnée, où les roses fanées embaumaient la folie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » ai-je hurlé, brandissant les lettres. Elle a ri, un rire de gorgone. « Parce que tu n'étais rien, Héloïse. » Une erreur que Henri a voulu réparer. Mais nous t'avons élevé, nourri. Et regarde-toi, tu nous as tués pour ça. Ces mots étaient un venin pur, distillé par des années de ressentiment. Elle savait pour le poison, pour Julien. Laurent me l'a dit avant de sombrer. Tu es maudite, comme ta vraie mère, une putain de cabaret. J'ai quitté l'asile en titubant, la pluie de Paris fouettant mon visage comme des lames. Bertrand m'attendait au bureau, un dossier à la main. On a un problème. Tes frères. Ils n'étaient pas les seuls. Père avait un autre secret, un demi-frère, ton oncle caché, qui prépare un recours pour l'héritage. Un oncle, Victor, un vigneron anonyme de la Drôme, ruiné par nos monopoles. Il avait les preuves de ma filiation et des insinuations sur mes accidents familiaux. Le procès était imminent, un cirque judiciaire qui allait m'exposer au monde comme la bâtarde vengeresse. Le chaos trao est arrivé lors de l'audience au palais de justice, sous les voûtes gothiques qui suintaient d'histoires sanglantes. Paris entier regardait, caméras, commentateurs, une foule de badauds sous un ciel d'orage. Victor, un homme buriné au regard d'acier, a témoigné « Héloïse n'est pas une Devreau. Elle est ma nièce, la fille de ma sœur. Et elle a détruit la famille pour un nom qui n'était pas le sien. » Laurent, roulé jusqu'au barreau, a craché ses accusations. Elle m'a empoisonné. Tueuse. Les preuves défilaient. Analyse toxicologique tardive, enregistrement trafiqué. Le public était scindé.
Des féministes criaient « Libérez Héloïse », symbole de résilience. Des conservateurs hurlaient « Justice pour les Devreaux ». J'ai monté au pupitre, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Oui, j'ai vengé. Oui, j'ai menti. Mais regardez-les, des tyrans qui ont enterré une enfant parce qu'elle n'était pas pure. J'ai pris ce qui m'appartenait, non par sang, mais par droit. La vengeance n'est pas un crime, c'est une renaissance. Le juge a suspendu l'audience, mais le mal était fait. Les actions de l'entreprise ont chuté de 30%, des boycotts ont éclaté, et pour la première fois, je me suis senti seul, vraiment seul, dans la ville des Lumières qui m'aveuglait. Pourtant, j'ai contre-attaqué. Avec Bertrand, nous avons lancé un contre-procès, diffamation, chantage. Victor a plié, acceptant un règlement à l'amiable, départ dans les vignobles provençaux. Laurent, j'ai payé son silence avec une pension généreuse, le renvoyant dans son exil roulant. Claire est morte un mois plus tard, d'une overdose accidentelle de calmants. Officiellement, chagrin. Moi, j'ai veillé à ce que les flacons soient bien remplis. Mais le doute s'insinuait. Étais-je la victime ou le monstre? Paris, avec ses cafés philosophiques et ses débats enflammés, me renvoyait l'image fracturée. Une femme qui avait conquis un empire, mais perdu son âme. La chute, quand elle vient, est silencieuse comme la brume sur la Loire au petit matin. Pas de tonnerre, pas de guillotine. Juste un murmure qui s'enfle en hurlement intérieur. 1 an après le procès, Devrovigne était invincible. Coté en bourse, primé au salon de l'agriculture, sponsor de festival à Cannes. J'avais un bureau au sommet de la tour Montparnasse, avec vue sur les toits de Tuiles roses et les flèches de Sacré-Cœur. Mon amant breton avait filé avec une muse plus jeune, Bertrand gérait les ombres légales, et moi, je trônais, solitaire, un verre de chardonnay à la main, toast à l'absence. Mais les fantômes ne dorment pas. Ils dansent dans les couloirs vides, chuchotent dans les caves. Victor, mon oncle, est revenu à la charge. Pas en justice, cette fois, mais en privé. Une lettre manuscrite, arrivée un soir d'automne où les feuilles mortes colmataient les grilles du Luxembourg. Tu n'es pas seule, Héloïse. Ta mère, Marie-Laure, n'est pas morte en couche. Elle vit. À Marseille. Et elle sait tout. Mon cœur s'est arrêté. Vivante, les lettres disaient « morte ». Claire avait juré. Un mensonge de plus, une couche de peinture sur le tableau familial. J'ai pris le TGV pour le sud, le train filant comme une veine bleue le long de la côte. Marseille. Le vieux port puait le poisson frit et les regrets, les pêcheurs criant sous un soleil qui brûlait comme de la honte. L'adresse menait à une maisonnette délabrée, près de la Canebière, où le linge claquait au vent comme des drapeaux en deuil. Elle était là, Marie-Laure, ridée comme une figue sèche, les yeux verts, mes yeux, plissés par les ans. Héloïse, a-t-elle murmuré en m'ouvrant la porte, une cigarette aux lèvres. Pas de larmes, pas d'étreinte. Juste un regard qui pesait des tonnes. Elle a tout raconté, autour d'un pastis amer. Henri l'avait engrossé lors d'une virée d'affaires, promis le mariage, puis abandonné quand Claire, l'héritière stérile, avait offert une dot. Je t'ai porté 9 mois, gamine. Mais il m'a payé pour disparaître. Claire t'a prise comme un trophée. Et les garçons? Ils avaient appris la vérité en fouillant les papiers, et au lieu de solidarité, ils avaient choisi la haine. Bâtarde, m'appelait-il en secret, sabotant ma vie pour protéger leur lignée pure. Pourquoi n'avait-elle pas revendiqué? La peur. Et l'argent, il en envoyait, anonyme, pour ton éducation. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis des années, des sanglots rauques qui secouaient mon corps comme une vendange tardive. J'ai tué pour ça. Venger un fantôme. Elle a ri, un rire de gorge, comme le cri d'une mouette. Non, tu as survécu. Mais la vengeance, c'est un vin qui tourne au vinaigre. Le twist final est arrivé comme un coup de Mistral. Marie-Laure n'était pas innocente. Elle avait comploté avec Victor, son frère, pour me faire chanter. Les « preuves » contre Laurent, fournies par elle, via des contacts dans le milieu marseillais. Elle voulait sa part de l'Empire, non par amour, mais par avidité. Tu es riche maintenant. Partage, où je parle, de l'arsenic, des princiers. Une nouvelle trahison, la plus profonde, car du sang. J'ai choisi la controverse. Pas de meurtre, cette fois. J'ai tout révélé, une conférence de presse mondiale, diffusée depuis le Vieux-Port, avec Marie-Laure à mes côtés. Voici ma vraie histoire. Bâtarde, vengeresse, patronne. Les Devreaux étaient pourris, j'ai planté un nouvel arbre. Les actions ont plongé, puis rebondi, le scandale vend du vin. Victor a été arrêté pour extorsion, Laurent est mort en silence. Claire. Oublié.
Et moi? J'ai cédé la moitié des parts à une fondation pour les enfants illégitimes, gardé le reste pour rénover les vignobles en coopérative. Fin heureuse? Biquet. Les critiques se disputent encore. Héloïse, sainte ou sorcière? Moi, je marche sur les quais de Seine, un verre à la main, et je souris. La vengeance n'est pas finie. Elle coule dans chaque gorgée. Demain, Paris m'appellera ce qu'elle voudra. Mais je sais, je suis libre.